Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont écrit sur l'esclavage sans l'avoir connu? Oui, tous. Damas a écrit sur l'esclavage, il n'a pas connu l'esclavage. Senghor n'a pas parlé de l'esclavage vraiment parce qu'il n'a pas connu l'esclavage non plus. Il parle de la colonisation, et encore, ça dépend. Mais celui qui évoque sans doute mieux que Senghor l'appel de l'esclavage, c'est Damas, le poète guyanais, qui est né en 1912, c'est-à-dire un an en César, qui est lui, 1913, et qui a grandi dans cette bien à Fort-de-France, et qui est sans doute de l'époque de la négritude celui dont l'œuvre poétique sera le plus à même de rendre compte, non pas simplement de la situation de l'esclavage aux Antilles, mais surtout de la situation de l'esclavage aux Amériques, c'est-à-dire aux États-Unis, puisqu'il a été au contact beaucoup plus qu'Aimé Césaire de la situation qui est celle des esclaves noirs aux États-Unis, dont la situation rappelle sans doute celle des Caraïbes et des Caraïbes francophones de façon assez criante, puisque au moment où les années 30, les années 40 et même après, dans les années 60, quand il va vivre aux États-Unis, le continent américain, et en particulier les États-Unis, connaissent encore très bien une situation qui est une situation d'esclavage réel, en raison bien sûr de cette sorte de division raciale, de ségrégation qui va vivre, enfin, dans laquelle vivent les États-Unis, ségrégation dont on sait exactement quels sont les effets, non pas simplement sur la situation des Noirs aux États-Unis, mais également sur la situation de la poésie. Et toute une partie justement de la poésie noire américaine et trouve justement son enracinement dans les effets qui sont ceux de l'esclavage, avec, on le sait très bien, des pensions, des lynchages, pour reprendre le terme qui est un terme connu, hein, le lynch aux États-Unis, qui va donner lieu, on le sait, à un poème, par exemple, n'est-ce pas, chez Césaire, qui sera consacré, n'est-ce pas, à cette mort d'un certain nombre de Noirs américains aux États-Unis entre 1950 et 1960. Donc, cette situation-là, qui est une situation américaine, va nourrir l'imaginaire de Damas et par de conséquence aussi l'imaginaire de Césaire sur ce qu'a été la réalité de l'esclavage depuis le XVIe siècle. Oui. Alors, ce film traite de l'esclavage en Mauritanie. En Mauritanie, en réalité, il y a et l'esclavage et le racisme. L'esclavage concerne une communauté plus ou moins importante, dénommée les Haratis, qui sont à peu près 45% de la population, selon certaines statistiques françaises de 1964. Depuis lors, d'ailleurs, il n'y a jamais eu de statistiques en Mauritanie qui, en tout cas, parlent donnent des proportions des ethnies. On dit que les Arabes sont 80%, y compris les Haratis, qui sont inclus dans ce pourcentage, et que les négro-mauritaniens sont 20%. Alors l'esclavage en Mauritanie, j'en ai parlé dans le film, ce n'est pas une réalité d'hier, c'est une réalité d'aujourd'hui. Ces Haratines, ces esclaves, esclaves, parce que le mot Haratine, il faut que vous compreniez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire affranchi, mais nous, les militants anti-esclavagistes, nous avons voulu le donner à tous les Haratines, y compris les affranchis et les esclaves. Or, quand on dit Haratine, ça ne veut pas dire grand-chose, l'affranchissement en Mauritanie n'a aucune signification. Les esclaves sont esclaves, et les Haratines sont en fait esclavagisés à distance. Et j'ai dit dans le film que ça coûte moins cher d'ailleurs aux esclaves, aux esclavagistes, de les libérer. Donc, la Mauritanie aujourd'hui refuse d'abolir l'esclavage, même s'il y a des textes d'abolition, il y a des conventions internationales qui ont été signées et ratifiées par la Mauritanie des Nations Unies, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais aussi la Convention contre l'esclavage de 1926 et de 1956, la Convention contre le racisme de 1973. Mais toutes ces conventions, en fait, sont normalement intégrées au droit interne et qui devraient être appliquées, mais elles le sont. La Mauritanie est dans ce qu'on appelle le négationnisme, c'est-à-dire elle refuse de reconnaître l'esclavage. Elle essaie de tromper l'opinion publique internationale, notamment les démocraties qui s'en occupent quelque peu, d'ailleurs au Parlement.
Et quant à sa population, soit que les Haratis majoritairement sont analphabètes, que ce sont quelques éléments qui bougent, mais l'écrasante majorité n'est pas consciente de tout ça et accepte l'esclavage, ce qui affecte donc le rapport de force de l'État. Et voilà, nous continuons cette situation tranquillement à la gérer, et la préoccupation c'est plus l'extérieur que l'État. Le racisme touche une communauté très importante qui est heureusement pas victime de l'esclavage, et je crois que M. va en parler. D'abord, je suis très content d'être à côté de mon doyen Mohamed Oustré. Et la première chose d'abord, c'est de remercier les jeunes. Parce que le problème de la Mauritanie, c'est que personne ne veut prendre cette responsabilité devant l'histoire. Alors que ce sont des Noirs qui sont victimes de cette histoire, qui sont des Noirs qui sont aussi des musulmans. Si c'était la question arabe, moi je ne serais pas derrière, puisque je suis parmi les arabisants, je ne me vante pas, je ne parle pas assez pour dire je suis parmi les arabisants les plus calés de ces pays-là. Mais comme je suis noir, je suis accueilli par les chrétiens, parce que je suis accueilli par la France. Et comme des milliers de Mauritaniens. Donc merci les jeunes. Merci les jeunes parce que les dirigeants africains ne veulent pas parler de ça. Je donne l'exemple qu'on m'a donné récemment de mon ami Hamid Tala a parlé. On écrivain sénégalais qui a été invité au TSTV et on lui a posé le problème de la Mauritanie. Il dit faites attention puisque ce sont des descendants de prophètes, il ne faut pas créer de problème avec eux. Ça c'est l'intellectuel africain. Même l'organisation qui dit défendre les intérêts des Noirs en France est partie en Mauritanie, a été manipulée, accueillie par l'État et ils ont fait comme rien n'a été. Donc merci les jeunes. Et le monde est les manipulateurs. Nous, ils nous manipulent tout le monde, même les Français parfois, avec leurs intérêts. Actuellement, ils font circuler un livre qu'ils viennent d'éditer, qu'ils ont envoyé partout dans le monde. Et même les médias français ont repris ça en disant que la Mauritanie fait tout pour avoir des papiers biométriques pour combattre la clandestinité, pour combattre je ne sais pas quoi. Alors, ce sont des Noirs mauritaniens, même qu'on a peut-être recensés. Voilà. Donc, pour l'histoire de la Mauritanie, donc depuis 1966, en 66, en 86, on a connu quoi des massacres et des tortures et d'emprisonnement. Et en 97, on a exécuté des militaires, tous noirs. En 89, on a déporté 200 000 individus au Sénégal et au Mali. Et en 91, 90, il y a des événements qu'on ne peut pas parler ici. Pour fêter l'indépendance de la Mauritanie, on a exécuté 28 Noirs mauritaniens parce qu'on célèbre l'indépendance de la Mauritanie. Et pour nous, les Noirs mauritaniens, cette indépendance, on ne la célèbre pas. On ne la célèbre pas. Et c'est dommage parce que la politique arabe, comme l'a dit Mohamed Oustré, est une politique à pétrodollar. Donc, d'abord, les mosquées qu'on construit en Afrique noire aujourd'hui, toutes ces mosquées-là, c'est des mosquées qui tendent à arabiser les Africains. Donc, ça, on peut en parler. Pour la plupart du temps, c'est des mosquées qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ça, il faut que vous le sachiez. Et aussi, la Ligue, ce qu'on appelle la Ligue islamique, la conférence islamique, n'est très que le problème palestinien. Et choc, qui est un problème réel. Je suis pour la liberté des Palestiniens. Mais les Africains, au lieu de parler du problème des Africains de la Mauritanie, tous les présidents africains, ils commencent par parler du problème. Ils soutiennent tous la cause palestinienne, mais pas la cause du noir mauritanienne. Et le mot est un manipulateur. Par quoi? Parce que le petit mot, qu'est-ce qu'on enseigne?
Le petit mort, on lui dit que, quel que soit l'âge d'un petit mort, il doit pouvoir manipuler au pouvoir. Ça, c'est l'enseignement de l'enseignant. Deuxième chose, ils disent que, deuxième exemple, comment un chameau solide est mieux qu'un genou noir solide. Ça, c'est l'enseignement que le mort enseigne à ses enfants. Donc, ce n'est pas étonnant du tout ce qu'on vit aujourd'hui. En tout cas, les images ont parlé. Il y a des choses qu'on évite de parler ici. Pourquoi? On évite de parler parce qu'on est entre noir et blanc. On nous dit musulmans, nous sommes tous des musulmans, oui. Mais quand il s'agit de l'égalité des races, de l'égalité des chances en Mauritanie, nous sommes noirs, nous sommes des esclaves. Est-ce que le problème, c'est pas forcément la religion, c'est peut-être une interprétation que certaines personnes en font, non? Parce que quand on entend le témoignage, quand on voit le documentaire, on peut se dire aussi qu'on a l'impression que c'est quelque part on accuse la religion, mais est-ce que c'est pas finalement c'est l'interprétation que les gens peuvent en faire qui pose problème en fait dans le cadre de la Bon, quand on massacre des Noirs mauritaniens, ce n'est pas le prophète qui est là. Ce sont des êtres humains qui sont là. Et quand on fait des esclaves, c'est vrai que quand on dit l'islam, on parle de l'esclave. L'esclave n'est pas forcément roi. Mais c'est vrai aussi, il faut le reconnaître, qu'actuellement, que ce soit par l'islam ou autre, la culture arabe est déjà culture esclavagiste. Et ça, depuis avant l'islam. D'ailleurs, il y a beaucoup de zones d'hommes dans l'islam, parce qu'on fait de sorte que les Noirs n'ont pas joué un rôle dans l'islam. Alors que même le Khalifa Omar, le deuxième Khalifa de l'islam était noir. Mais quand on parle de ça, on dit qu'il a mangé je ne sais pas quoi et ça a été devenu noir. Et quand on vit dans le monde arabe, je vis, moi j'ai vécu longtemps dans le monde arabe, quelqu'un vous dit Amen, esclave. Vous tournez la tête en lui disant mais je ne suis pas esclave. Il dit mais comment ça fait que tu n'es pas esclave alors que tu es noir? Mais demande à ton côté de changer ton cargo. Et aussi, à côté de ça, tu verras un noir libre, par exemple, qui te dit même attends, nous sommes tous, regarde-moi, écoute-moi, nous sommes des esclaves, c'est pas grave. Parce qu'on l'ont intégré. Et pour dire simplement, il y a la religion, mais il y a la culture arabe qui est là. Il n'y a pas. Je pense que c'est. On ne peut pas dissocier une religion de ce qu'il applique. C'est vrai que le texte de la religion lui-même est important, mais quand on voit une religion, l'application d'une religion dans une société donnée, on ne peut pas ne pas juger cette société par rapport à la religion. Cette dichotomie-là, moi je ne l'ai jamais acceptée et ne semble pas être valable. C'est vrai qu'on peut dire que l'islam n'a pas dit, mais si. Dans ce livre que j'ai lu en 2014, septembre 2014, la page 14, il y a un verset de Coran qui légitime l'esclavage. Très clair. Il faut appuyer là-dessus. Il faut être clair. Ce n'est pas des fantasmes. On parle d'abord des réalités religieuses. L'islam sacralise et légalise l'esclavage. Ça, c'est une bonne. Maintenant, une société peut interpréter de cette manière sa religion, la pratiquer de cette manière. Et c'est normal. Elle peut la pratiquer en suivant scrupuleusement la loi musulmane, le charia en l'occurrence, parce que c'est un pays. Elle peut être très humaine dans sa façon d'écouter les choses. Mais elle peut aussi être cruelle.
Mais comme ils se revendiquent de l'islam, moi je ne peux pas dissocier aujourd'hui l'islam de ce qui est fait dans la péninsule arabique, de ce qui est fait en Afrique du Nord, etc. Car pour moi l'islam, c'est dans sa pratique. Sinon, c'est des textes théoriques qui sont là. Et donc, le fait de dire, est-ce que ce n'est pas une interprétation ou une instrumentalisation? Oui, ce sont les intérêts des hommes qui sont mis en pratique, qui sont parfois en contradiction avec l'islam, et qui sont aussi parfois en conformité avec l'islam. La question aujourd'hui, c'est comment sortir de cela. Les Arabes, on ne les accuse pas d'avoir pratiqué l'esclavage, les sociétés arabes, je crois, ont pratiqué l'esclavage. Mais le fait d'assister à pratiquer et l'esclavage et le racisme qui pose problème, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que ce monde arabe refuse de rentrer dans la modernité, s'accroche, fait une lecture à la fois de l'islam qui est textuel, c'est vrai que l'esclavage a été légalisé en islam. C'est vrai aussi que certains l'ont pratiqué de façon moins dure que d'autres. Il a parlé tantôt d'Omar, le deuxième point. Omar a été le plus dur alors que ça avec l'islam. A été le plus dur avec les femmes, a été le plus dur avec les esclaves. Alors que Abu Bakr, je crois, a été beaucoup plus souple et il a poursuivi l'affranchissement que faisait le prophète. Donc on ne peut pas ne pas rendre les hommes responsables de leur comportement, dans un sens ou dans un autre. Donc c'est ça que je veux dire. C'est vrai qu'on dit aussi qu'Abu était plus souple qu'Omar. Et on dit qu'il a franchi Bilal, mais il lui a donné au prophète aussi pour qu'il devienne esclave. Est-ce qu'on peut généraliser le cas des morts? Est-ce qu'il n'y en a pas parmi eux qui sont vos alliés, en fait, qui luttent pour mettre fin à l'esclavage? Ils sont tous des esclavagistes. Les morts ne sont pas tous esclavagistes. Vous êtes d'accord? Non, ils ne sont pas tous esclavagistes. Tous ne sont pas des esclaves. Mais je pourrais dire que tous ont une mentalité esclavagiste et nourrissent un certain racisme à l'égard des Noirs. Ça, à peu près, c'est qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, ça c'est le comportement des Noirs. Il y a un mépris qui est véhiculé par la culture à l'égard des Noirs. Pour lui, le noir, c'est rien. Et tout noir peut être à son service. Comme je disais que dans l'esclavage moderne, les mots qui n'ont pas d'esclaves, utiliser des noirs qui ne sont pas des esclaves, qu'il s'agisse des Sénégalais, des Guinéens, des Ghanéens, etc. Ils utilisent 1 an, 2 ans et après ils refusent de les payer. C'est une application de cette mentalité. Donc, c'est vrai que les mots ne sont pas tous esclavagistes, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous féodaux, mais c'est vrai que la société globalement et dans cette logique du mépris du noir et du fait qu'on peut lui faire faire tout ce qu'on veut. C'est ça. Cette question, elle revient souvent. Très honnêtement, oui, les morts, on nous dit que tous les morts ne sont pas esclavagistes, tous les morts ne sont pas racistes. Mais qui est-ce qui manifeste avec nous? Et qui est-ce qui parle de notre cause? Chaque fois qu'il y a un problème à la Palestine, ils manifestent tous avec leur plan sur leur chose. Mais quand on est personne n'en a parlé. Et aujourd'hui, on nous empêche d'avoir des états civils. Aucun mort n'a manifesté, aucun mort n'a parlé. Mais il paraît qu'il y a des morts qui ne sont pas racistes. Où est-ce qu'ils sont? Je ne les vois pas. Je pense que tout le problème aussi, c'est que la société civile mauritanienne, je parlais des mots par rapport à l'esclavage,
mais les intellectuels morts, la société civile morte n'est pas impliquée. On peut parfaitement comprendre, et ça s'est passé en Occident. L'esclavage a été pratiqué en Occident, en France, dans d'autres pays. Mais au moins, la communauté victime est accompagnée par des intellectuels de la communauté qui pratique l'esclavage dans son ensemble. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Actuellement, ils sont très timides, certaines personnalités se manifestent, mais très timidement, et dans leur grande majorité, ce n'est pas le problème. Si on était aidé par les intellectuels, si on était aidé par la jeunesse, par la société civile, mais d'abord, l'humanisme y est, on retrouve l'humanisme. Mais aussi l'espace, c'est-à-dire qu'on sait qu'à tôt ou tard, après l'échéance, on va finir avec l'esclavage. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Quel est cet intellectuel morts qui vraiment parle de l'esclavage? Il n'y en a pas. Quelle est cette association morte qui vraiment en fait son cheval de bataille? Il n'y en a pas. Et c'est tout le problème. On peut dire qu'il y a une féodalité qu'on peut combattre, que les gens de bonne foi, les gens épris de paix peuvent combattre. Ce n'est pas le cas en Mauritanie, nous luttons seuls. Les négro-mauritaniens, excuse-moi de faire cette dichotomie, ils luttent seuls, ils luttaient seuls avant. Nous, ce qu'on a existé depuis 1914, on lutte seuls. Bien au contraire, on mettrait tous les problèmes du monde. Ce qui fait que la masse qui a des victimes a peur et qu'elle accepte les choses qui sont. Oui, pour appuyer ce qu'a dit Mohamed Yahya, vous savez, dans l'ANC, on voyait des blancs. Le blanc qui accompagnait le mouvement ANC. C'est vrai, c'est facile de dire qu'ils sont pas racistes. Ça, c'est le combat pour nous, FLAM, Force de Libération Africaine de Mauritanie. On a eu, avec nos adversaires politiques, dans la majorité étaient noirs, des maoïstes de chez nous qui s'appelaient les MND, qui sont devenus IFP, qui toujours nous disaient vous étiez racistes. Attendez qu'on finisse la liste de classe pour parler de racisme. Même les noirs sont intéressés dans notre temps. Et mes chers amis, on dit une claque qu'on vous a donnée, vous êtes le seul à pouvoir la rendre. Pour dire simplement, c'est ce que nous on a compris. Et aidez-nous à éveiller le monde. Aidez-nous à éveiller le monde arabe. Aidez-nous à que la politique française ne soit pas tournée vers la Mauritanie blanche. Parce que la France est le pays qui a fait ce pays, et qui a fait la Mauritanie, qui a fait toute l'Afrique. Elle a sa responsabilité. Parce que, et aussi, quand on déportait les Noirs mauritaniens, c'était les socialistes qui étaient au pouvoir. C'est dommage, il y a des églises socialistes qui sont là aujourd'hui, je ne veux pas être nommé, bon, on a parlé de Messmer. Donc Messmer, comme disait Alpha, Messmer est comment il disait ça, j'ai vu tout ça. Bon, c'est Messmer, quelqu'un qui a créé les amis de la Mauritanie qui soutiennent cette paysalisation de la Mauritanie. S'appelle le système pénal, mais aussi les socialistes de son parti, parce que notre père Pisani fait partie de ceux qui soutiennent ça et d'autres. Donc ça aussi, on peut faire quelque chose. En tout cas, je vous remercie pour ces initiatives et continuez, parce que ce n'est pas pour la Mauritanie que vous combattez, c'est pour toute l'humanité. Parce que moi, j'ai un certain moment avec un ami sénégalais qui vit actuellement aux États-Unis. Et c'était aux années 82, 83, on était parti voir les gens de Swakop, Namibie, en Libye, où on était étudiants pour aller combattre chez eux. Parce que nous, on sentait que c'est de la justice, c'est pas parce qu'ils étaient noirs, c'est parce qu'ils étaient opprimés. Donc là où je vois l'injustice, je combats. Je sais que les Palestiniens ont le droit de vivre, ont le droit d'avoir un État, mais qu'ils nous aident aussi à ne pas se compliquer avec
le système de la Mauritanie. Parce que dommage aussi, il y a même des policiers palestiniens formés pour enseigner comment on doit les Noirs en Mauritanie. Et maintenant, on va passer aux questions du public. Qu'est-ce qu'il y a des... L'esclavage dans le monde arabe. Le monde arabe ne différait pas du tout du reste du monde. Il y avait l'esclavage. Et quand l'islam est venu, il n'a fait que reproduire ce qui existait antérieurement. Ça, c'est la réalité. Mais on lui a trouvé une justification plus ou moins religieuse, c'est-à-dire les jihad, la guerre sainte. On fait la guerre sainte à une population qui n'est pas musulmane. Et on l'avertit, on lui déclare qu'on va lui faire la guerre si elle ne se convertit pas à l'islam. Et si cet avertissement-là est fait 3 fois en attente, et que celle-ci répond non, on lance une guerre. Et on dit que ceux qui seront capturés suite à cette guerre, on peut les asservir. Ça, c'est ce qui est dit. En même temps, c'est contradictoire avec la volonté, par ailleurs, d'affranchissement, qui est très manifeste dans le Coran. On parle beaucoup d'affranchissement. Et donc, un musulman qui est esclave, ça ne colle pas avec certaines, pas le Coran lui-même, mais certains savants et érudits refusent cela. Mais ils n'ont pas été écoutés. Ils n'ont pas été écoutés, ils ont été étouffés. Ce sont des intérêts économiques, si vous voulez, qui sont à l'origine de ça. Tous les pays ont connu l'esclavage. Et tous ont été victimes de l'esclavage, de la traite arabe. Qu'il s'agisse du glacier, de l'Iran, ils sont au port de l'Arabie Saoudite, jusqu'au Maroc, l'Afrique du Nord. Ils ont tous connu l'esclavage. Seulement, à un moment donné, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas esclavager leur semblable. On n'a pas d'explication vraiment, parce que bon, je sais qu'il y a eu en Occident le problème du christianisme qui a posé le problème de l'esclavage dans le monde chrétien. Et au fur et à mesure qu'on s'approvisionnait et qu'on descendait vers le sud, on a délaissé les populations arabes, berbères, etc. Et on a jeté les dévolus sur l'Afrique noire. On a trouvé que c'est plus simple d'abord de les prendre, c'était plus simple de la capturer, parce que les autres résistaient, parce qu'il y avait plus de résistance. On a trouvé que c'était plus simple. Et malheureusement, le rapport de force avec les Africains n'était pas préparé à tout ça. En fait, le conquérant pouvait pas seulement prendre des esclaves et on a délaissé. Mais en fait, l'esclavage, toutes ces populations du monde arabe ont connu l'esclavage dans ce moment. Elles se sont débarrassées progressivement vers l'Afrique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon. Excusez-moi, je coupe parce que tout à l'heure vous avez parlé de raisons économiques. Et là, je reviens à la dernière question qui a été posée. C'était est-ce que l'esclavage aujourd'hui, parce qu'il y a un grand poids économique, et si oui, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, il faut vous en dire un peu plus. Il a un poids économique important. Les Mours avant la naissance de l'État moderne, qui a permis l'enrichissement voulu par l'État, ils étaient économiquement dépendants de l'esclavage, entièrement. Qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de l'élevage, qui s'en occupe? Qu'il s'agisse de l'élevage des animaux, qui s'en occupe? Vous trouvez un monde qui a 1000 chamelles. Et qui s'en occupe? Qui les surveille? Qui fait l'abreuvage? Qui fait la traite, le lait? C'est les mots. C'est les mots, c'est la routine. Et ça, c'est sur ça que la Mauritanie a opposé l'agriculture, les champs, que ce soit les oasis, que ce soit les champs, les cultures. Mais c'est les ratiques du travail, ce ne sont pas les mots. Donc ça, traditionnellement, c'était une donnée très importante qui continue d'une certaine manière dans les zones rurales. Mais quand vous regardez aussi aujourd'hui chez les mots, dans la société moderne, dans les villes, on mot à ses esclaves qu'il amène, qui travaillent dans sa société. Il ne les paye pas. Il n'écoute rien.
regardez seulement comparer avec l'Occident, comparer seulement avec l'Occident. Qui peut faire travailler quelqu'un aujourd'hui dans la société sans le payer? C'est pas possible. Ça rapporte au monde, mais ça permet surtout le repos. Il se repose, il ne faut rien, il ne travaille pas. Comme il déteste le travail, il ne travaille pas, et donc il se repose, et donc il gagne de l'argent en vie dans les zones rurales, et ça ne peut pas être un facteur très important. Il y a un autre facteur. C'est le prestige. Vous savez, le monde pense qu'avoir des esclaves, c'est un rang social. Très important. Et donc, travailler soi-même, recevoir des gens et aller soi-même leur faire du thé, leur faire du michoui, travailler ça, c'est pour le monde, c'est évitable. Il l'accepte pas. C'est pour ça que cette mentalité aussi calcule ce qu'il aurait fallu pour s'en débarrasser. C'est à la fois que l'État joue son rôle, l'État italien, on a dit tantôt qu'il ne joue pas, parce que votre question, le poids économique, est-ce qu'il y a des gens qui appliquent la loi? Pourquoi on ne se rend pas compte? Il y a le problème des questions que vous posez tout à l'heure. Il n'y a pas de volonté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté politique, on ne peut rien faire. Vous savez, l'État, il pue, si vous voulez, mettre les esclaves dans les prisons, les esclaves dans les prisons, libérer les esclaves, les accueillir quelque part, leur fournir des projets où ils peuvent vivre, etc., les instruire. Il ne veut pas. Pourquoi? Parce que dans le film, on l'aide, parce que les esclavagistes, ce sont du président au ministre, au juge, au commissaire de police. Tout le monde est esclavagiste. Et donc, ils en tirent un profit, leur communauté en tire un profit, et ils n'ont pas intérêt à s'en débarrasser. C'est ça le problème. Et dans le film également, comme le disait madame, les ONG sont mentionnées, mais aujourd'hui, parce que quand même, il faut se souvenir qu'on parle quand même de savoir ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde ne le sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les ONG sont présentes? Est-ce qu'elles agissent? Bon, c'est difficile de dire. Madame a dit avoir travaillé à Amnesty International. C'est grâce à Amnesty, aux années 86, 90, que les autres manifestants n'ont pas été massacrés. Ça, c'est grâce à Amnesty International, mais Africa Watch lutte probablement pour, mais c'est surtout Amnesty International. On leur doit ça. Mais cette époque, à mon avis, c'est mon point de vue personnel, cette époque de Marguerite Garning et d'autres est révolue pour moi. Parce que l'Amnesty ne parle plus. Je ne sais pas. En tout cas, je ne vois pas le rôle que jouait Amnesty à l'époque, le joue actuellement. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je rappelle aussi que je suis parmi les premiers réfugiés mauritaniens sur le terrain. Je parle d'un terrain. Bon, reste maintenant, c'est vrai que de temps en temps, on voit aussi des gens qui viennent nous soutenir. Mais je crois aussi, il faut dire aussi que la division des organisations mauritaniennes n'est pas non plus. Ah oui, les divisions, chacun veut créer son organisation à côté. On n'a même pas une fédération solide pour travailler. Je ne sais pas, il faut poser, tout ce qu'il faut poser la question, c'est notre souhait. Notre souhait, c'est de travailler ensemble, c'est difficile. Mais parce que aussi, je crois aussi que la plupart parce que le gouvernement mauritanien aussi ne dort pas. Il nous envoie régulièrement des agents de renseignement parmi nous. Régulièrement, des militaires qu'on avait tués, des amis, des frères des armes, deviennent des agents de renseignement, et aussi puisque ce sont leurs amis militaires qui sont au pouvoir, ils sont impliqués dans beaucoup de choses, ils ne vont pas se mouiller. Donc ça aussi, le gouvernement aussi joue son rôle. Et pour diviser les gens. Et voilà. Les organisations internationales nous aident. Notamment Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'homme. Mais ils nous aident dans les limites de leurs possibilités, c'est-à-dire qu'ils font des rapports qui traitent de la réalité mauritanienne. Ça, ce n'est pas rien, c'est excessivement important.
et ça embête beaucoup le gouvernement mauritanien. Mais la lutte, quand elle n'est pas reliée à l'intérieur par des organisations fortes, ça peut prendre du temps pour qu'il y ait un effet. Je pense que, Ba l'a dit, les organisations au plan interne ne sont pas solidaires. Les mots ont des organisations, mais qui ne viennent pas aider sur le terrain de l'esclavage et du racisme. Les neuro-mauritaniens ont des organisations qui travaillent spécifiquement sur le racisme. Les Haratis ont des organisations qui travaillent sur l'esclavage. Ce qui fait que chacun s'occupe de son terre, enfin, de ce qui lui préoccupe, sans qu'il y ait une solidarité. Et cette solidarité-là, même si elle commence aujourd'hui à naître, elle n'est pas réelle. Les mots, par exemple, ils ont énormément d'associations, créées d'abord par l'État, vous en avez parlé un peu, vous savez, l'État mauritanien. Il a créé aujourd'hui énormément d'associations qui luttent contre l'esclavage, soi-disant, mais qui sont là pour poser des problèmes aux gens qui vivent. Ça, c'est justement, enfin, tout à l'heure, il y avait une dame là qui posait la question de savoir comment se fait-il qu'il y ait des contrôles, mais qu'on n'a pas l'air de soulever des problèmes majeurs. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles qui sont faits pour voir qui rend qui esclave, en fait. Mais ça ne permet pas de régler la question. Est-ce qu'il y aurait des questions d'intérêt là derrière? C'est la question que vous posez tout à l'heure, c'est ça? Le contrôle, je ne sais pas ce que vous appelez le contrôle. Si c'est les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, qui de temps en temps fait des visites qui sont en accord avec le gouvernement. Vous savez, la souveraineté, c'est un problème. C'est moins important. Les organisations, quand elles viennent dans un pays, elles s'écrivent, on accepte de les recevoir. C'est l'État d'abord qui les reçoit, le gouvernement qui est conduit là où il veut. Il les fait voir les associations qui sont favorables à sa position. Et quand les associations des Nations Unies, par exemple, viennent pour rencontrer les associations qui luttent réellement contre l'esclavage, c'est tout un problème. Et ils en font comme si c'était quelque chose de très, un acte de bravoure de les avoir rencontrés. Le rapport qu'ils vont faire, il va refléter le point de vue du gouvernement, il va refléter le point de vue de ceux qui soutiennent le gouvernement, il va refléter votre point de vue. Une page ou deux, guère plus. Donc, moi je pense que ce contrôle-là, il n'est pas fait par l'État, et pour cause, l'État ni l'esclavage, ni le racisme. Les associations internationales n'ont pas un pouvoir énorme. Par exemple, les Nations Unies, normalement, ils auraient pu poursuivre la Mauritanie pour non-application des conventions signées et ratifiées. Ils auraient pu. Mais ils savent très bien qu'ils vont buter sur la réalité, qui est le droit de veto que peut opposer une puissance, notamment la France, qui ne va jamais accepter que la Mauritanie sera condamnée. Et donc, voyant ces limites-là, ces associations n'ont pas beaucoup de moyens. Elles parlent des problèmes. Ça nous aide un peu, ça aide les associations en disant bon, on a dénoncé, mais le gouvernement, ça n'écrase pas le gouvernement mauritanien dans la mesure où il poursuit la même politique. Voilà. Et aussi, parfois, quand les instances internationales sont en Mauritanie, ils ont des vrais interlocuteurs concernant le gouvernement, le système légal, ce qu'on appelle, c'est le gouvernement central. Mais de l'autre côté, ils ne sont pas de bons interlocuteurs. C'est le gouvernement aussi qui leur induise des personnes en disant que ce sont ces gens-là qui sont des opposants. Et pour la plupart des temps, ce qu'on dit des opposants ne sont pas réellement des opposants. C'est des gens privilégiés aussi. Ça aussi, c'est un problème. Est-ce que l'une des raisons des divisions entre les différentes organisations qui luttent pour mettre fin à l'esclavage en Mauritanie, c'est pas une question de savoir est-ce qu'on veut juste mettre fin à l'esclavage ou est-ce qu'on veut aussi la condamnation des personnes qui sont derrière tout ça, en fait, qui sont esclavagistes? Parce que je pense que vous n'êtes peut-être pas tous d'accord là-dessus. Certains vont vouloir juste arrêter l'esclavage, d'autres vont vouloir des condamnations derrière. Je crois qu'on a parlé de deux choses différentes à Mauritanie. Le problème racial, que vivent tous les Noirs, et le problème d'esclavage, que vivent les Haratis. Ce sont deux choses qui existent.
Et parce que l'esclavage est le conséquent de la situation. Et il y a, bon, donc les gens qui ont tué, parce que là on a parlé de 513 ou 515 militaires, c'est un ancien militaire qui est là, qui ont été tués. Et les bourreaux de ces gens-là, aujourd'hui, tous ils sont promis, ils sont tous maintenant reçu leur grade de généraux, tous ils sont aujourd'hui au sommet de l'État. Nous on veut le poursuivre, mais qu'est-ce qui nous aide? C'est ce qu'on a fait, on avait déposé une plainte à Bruxelles, d'après les informations, le plainte a été saboté, est-ce que c'est vrai? Je ne veux pas parler au nom de l'association qu'il avait fait. Et personne ne de ce côté-là. Entre l'esclavage aussi, c'est la même chose. Mais toutes les associations essaient, parce que l'association, que ce soit armée ou Iran ou autre, tout le monde combat par rapport à ces moments. Mais donc, on veut la justice. D'abord, identifier ce qu'ils ont fait. On le connaît, ils sont identifiés. Le risque existe sur le de partout. Mais qui est-ce qui nous aide pour ça? Donc, on veut la justice. D'abord, il faut que ça s'arrête d'abord. Et aussi, il y a un point important que j'ajoute là, parce qu'actuellement, là où je vous parle, qu'est-ce qu'ils font? Donc, il y a l'esclavage. Il y a le sud où la population noire n'a pas été touchée par donc les peuples de Soniké et les Wolofs et Abou-Bambara, qui eux sont des autochtones. Donc, on récupère les terres, on donne aux agro-business arabes. Et pour créer des problèmes demain, on amène une communauté haratine, on l'installe, on lui donne des terres, en pot. Et on amène un agro-business arabo-berbère ou qui vient de l'Arabie Saoudite, on lui donne 2000 hectares. À côté, donc en disant, pour justifier aussi une nationalisation des terres, alors que la population autochtone est déportée de son pays. Ou ils sont revenus de déportation, mais ils ne vivent pas dans leur village, ils vivent à côté. Donc il y a plusieurs choses à faire à la fois à côté. Donc il faut commencer, donc chaque association aussi essaie de travailler par rapport à cette spécificité. Donc voilà. Je veux juste ajouter quelque chose. C'est-à-dire qu'on pourrait, c'est normal que nous ayons la question des déportés, qui s'occupent aussi de ce qu'ils ont, qui poursuivent en justice ce qu'ils ont fait, qui ont torturé, qui ont tué. Ça me paraît normal. L'association, son premier but, ou l'un de ses premiers buts, ça peut être ça. C'est normal aussi que les associations haratines s'occupent en premier de la question de l'esclavage. Mais on pourrait imaginer une solidarité beaucoup plus grande entre nous. Mais surtout la part des mots qui viendraient à notre secours et qui viendraient nous épauler. Si les associations mots venaient nous épauler, on serait beaucoup plus fort. Et on aurait pu, avec l'appui des organisations internationales, qui ne peut être que distant et peu efficace sur le terrain, amener à obliger le gouvernement à revoir sa position sur la question et de l'esclavage et du racisme. Voilà, juste avant. On a vu, c'est vrai qu'aux années 90, on nous a envoyé ici des gens soi-disant des opposants, morts blancs, qui étaient n'est-ce pas, qui étaient avec nous, qui nous disaient que c'était des opposants, mais tous étaient des agents de renseignement. Une fois qu'ils ont réussi à casser certaines solidarités, ils sont répartis aujourd'hui, ils jouent un rôle important sur l'État. Et donc, bon, qui est crédible et qui n'est pas crédible. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi je me dis que personne ne nous remplacera nous mortels. Sortez de vos foyers, sortez de vos ennemis, sortez de, je ne sais pas, de ces universités, des intellectuels. Moi je ne milite pas, je suis intellectuel, mais si tu ne milites pas, qui militera à ta place? Dieu ne nous envoyera ni des démons, ni des anges pour ce combat. Donc le premier c'est de nous tenir d'abord. Et aussi pour unifier notre combat d'abord, parce que ça c'est très important. Si nous ne sommes pas unifiés, personne n'aura problème. Il y a aussi le bas à soulever, et je veux revenir là-dessus. Vous savez que le pouvoir, dans sa lutte contre la communauté noire, en général, oppose le pouvoir.
Micro. oppose les Haratis au développement. Et ça, c'est un problème excessivement important parce que crée le gouvernement mauritanien. Il crée une union entre les Négros mauritaniens qui ne sont pas victimes de l'esclavage mais du racisme et les Haratis qui sont victimes de l'esclavage. Et donc, beaucoup de son travail consiste à les opposer. Par exemple, en 89, 90 et 91, lorsqu'on a chassé énormément de populations noires du sud de la Mauritanie, on a mis des Haratis à leur place. Mais à leur place, c'est une façon de dire, c'est entre guillemets. Ils travaillent pour les Mours et le résultat de leur travail, c'est pour les Mours. Quand on voit les Haratis, on dit c'est des Haratis, ils sont trompés. Derrière chaque Haratin, il y a un mot. Et quand vous disiez tantôt que les Haratin sont mis à la place des mots, des partis, c'est simplement que ces terres-là sont exploitées par des Haratin, mais au profit des mots. C'est simplement ça. Donc, moi, pour parler exactement, il faut dire que c'est les mots qui ont occupé cette terre-là et qui ont mis leurs esclaves à cette place. Or, notre lutte, notre combat, c'est de libérer ces esclaves pour qu'ils ne soient pas utilisés de cette manière ou d'une autre. Vous comprenez? Je suis ça juste pour dire qu'il faut tout pour déposer les communautés, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a d'autres questions? La place des femmes. Vous savez, la femme joue un rôle extrêmement important. J'ai écrit un article qui s'appelle Le rôle des femmes, de la femme esclave dans la société Mour, qui est sur notre site haratin.com, www.haratin.com. Où je montre le travail des femmes esclaves. Elles sont doublement importantes. D'abord, elles travaillent plus que les hommes. Elles filment moins que les hommes. Les hommes filment très souvent. Elles, à cause de leurs enfants, ils ne filment pas. Elles travaillent beaucoup, mais aussi elles servent à la reproduction de l'esclavage, malheureusement. Parce que les hommes, elle n'a pas besoin d'une femme. Une femme esclave n'a pas besoin d'être mariée pour faire des enfants. Elle peut en faire à gogo avec ses maîtres, avec des cousins du maître, avec tout le monde. Elle est la propriété de tout le monde. D'ailleurs, dans l'islam, la femme esclave, le maître d'esclave a des droits sur la femme esclave. Le droit de glissage qu'avaient les rois ici, les Mours l'ont, et l'islam ne l'a pas ce droit. Les avoir une femme légale. Les enfants sont esclaves. Les enfants qui naissent de ces unions sont des esclaves. Oui, mais surtout, le maître peut en disposer comme il veut. Il peut avoir sa femme légale, ça c'est sa cousine de même âge et de petite, mais il a 5 ou 6 esclaves, des jeunes, il peut en disposer comme il veut, et les enfants deviennent ses esclaves, sauf s'il la libère, et c'est rare qu'il la libère et qu'il en fait une femme. Donc, la reproduction des femmes, la reproduction des esclaves, elle joue un rôle important là-dessus. Ensuite, on a constaté qu'elle fut moins pourquoi? Parce qu'on garde ses enfants, les petits coups de cette. Si elle peut aller au puits, aller puiser de l'eau dans un puits, ou même faire le berger, ou se déplacer et fuir, on garde ses enfants. Et les femmes tiennent à leurs enfants. Donc c'est ce qui fait qu'elles fuient rarement. Or, les hommes ont fui très souvent. Et ils peuvent se réfugier au Sénégal ou dans une ville, et il sera difficile de les ramener. Les femmes donc jouent un rôle double. Et elles sont malheureusement victimes de cette utilisation sexuelle qui est vraiment, un viol, les viols. Petite fille qu'on viole comme ça, et une femme qu'on viole, c'est comme ça. Les mots trouvent ça normal. J'ai connu un temps, j'étais relativement jeune, et on faisait des filles, c'est des filles esclaves. Vous voyez 5 ou 6 garçons qui sont là, chacun dans son tour, pour voir une même femme. L'autre fille, il passe et l'autre passe. Et elle ne peut rien dire. Il faut bien qu'elle accepte, parce que si elle n'accepte pas, on va la frapper. Si elle vient porter plainte auprès de son maître, on dira qu'il a menti. Parce que nos enfants n'ont pas fait ça. Et alors, c'est comme ça. Parce que Dieu est comme ça. D'ailleurs, les jeunes garçons, ils apprennent les relations sexuelles avec les esclaves. D'abord, parce
que le cousine ne touche pas le mariage. En tout cas, c'est censé être ça. Là, quand même, il a été dit que c'est le Coran, c'est tertiaire mari, فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Mariez-vous de 2, 3 ou 4 femmes. Et si vous avez peur de ne pas être juste, mariez-vous avec une seule femme ou contentez-vous de ce que vous possédez comme propriété. Donc c'est une femme. Pour les organisations humanitaires, il y a 200 000 individus déportés vers le Sénégal et vers le bout de la Mauritanie. Et pour le HCR, excusez-moi, par contre, les déportés, ce sont des Noirs, tous Noirs. Pour la plupart des temps aussi peu. Mais je voulais quand même poser la question. Ce que je voulais juste dire, c'est que vous avez des gens qui ne sont pas des Mauritaniens ici, qui ne savent pas, il faut expliquer en Mauritanie, il y a les mots, il y a les... Oui, mais est-ce que les gens savent que tous les Noirs, qu'est-ce que la différence pour qu'on sache bien... Voilà, je vais juste... Bon, d'abord, tous les déportés sont noirs. On parle pour nous, c'est 200 000 individus, c'est le recensement qu'on a fait. Pour la HCR, c'est 120 individus. Déportés en 89 vers le Mali et vers la Mauritanie. Ceux qui étaient au Sénégal parlaient aussi particulièrement le peu. Il y a aussi des Wolofs, pour la plupart, particulièrement le peu. Et parmi ces 200 000 individus, ceux qui étaient au Mali, on parle de, je ne sais pas combien de pourcentage, mais ceux qui sont au Mali ne sont pas encore reconnus comme Mauritaniens. Ce qui fait que récemment, le gouvernement malien leur a donné des nationalités en disant que ceux qui sont nés ici depuis 89 ne peuvent être comme Maliens puisque la Mauritanie ne les reconnaît pas. Et ceux qui étaient au Sénégal, après le tapage et tout, le gouvernement mauritanien a accepté le retour de certaines personnes, mais ceux qui sont revenus aussi jusqu'à nos jours n'ont pas récupéré leur papier d'état civil. Et ils ne vivent pas dans leur village d'origine, ils vivent à côté. D'ailleurs, la plupart de ces villages sont récupérés par des morts. Il y a un village qui illustre comme un exemple, c'est le village de Donal, dont le cimetière a été attaqué à l'agro-businessman qui a récupéré le cimetière pour en faire un champ. Ce qui fait que les habitants de Donal, maintenant, ils n'ont pas où enterrer leurs morts, ils traversent le fleuve Sénégal pour aller de l'autre côté pour enterrer leurs morts. Pour dire simplement, les Noirs mauritaniens autochtones, Paul Sonic et Warren Bambara, c'est des gens qui gardent leur langue, qui gardent leur culture, qui étaient à l'école française avant l'indépendance. Mais malheureusement, depuis que la Mauritanie s'est intégrée à la Ligue arabe en 1973 jusqu'à nos jours, c'est tendance. Donc les morts blancs, pour nous, ils sont ici pour l'OFS qui a fait un recensement pour les problèmes sanitaires à Nouakchott en 1989, ils sont 18% de la population, les morts blancs, mais c'est eux qui détiennent le pouvoir. Et donc voilà, le reste maintenant, il y a les Haratis, et les Soniques, et le Wolof, le peuple, et un peu de Bambara qui ne manifestent plus leur culture. Et même qui sont des Noirs. En tout cas, c'est ça le problème. La question, c'était de savoir quelle était l'attitude des pays qui recevaient les déportés, donc le Sénégal et le Mali, et également l'Union africaine. Bon, je crois qu'on ne peut pas ne pas remercier le Sénégal et le Mali quand même. Parce que quand même, ils nous ont accueillis. S'ils n'avaient pas accepté de nous accueillir, on serait parti où? Ils nous ont accueillis, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Le Mali, la même chose, reste maintenant. Et c'est des États. Et aussi, il faut dire que l'État africain est dans ses coins est fortement guidé par la France. Et parce que quand même, quand Abidou avait voulu faire la guerre, ça c'est des informations très sûres, Abidou en a parlé aussi, c'est la France qui a dit non. Bon, heureusement que la guerre n'a pas été faite, parce que ça serait une occasion. À l'époque, moi, je militais pour, je devais même aller porter en physique, mais heureusement que ça n'a pas été fait, sinon on nous aurait massacré, parce que Saddam Hussein avait dit à Maïa, massacre les Noirs mauritaniens comme j'ai massacré les Kurdes. Voilà, donc ça c'était. Donc donc les États africains, comme vous le savez, pour le Sénégal et pour le Mali, ils ont fait ce qu'ils pouvaient.
faut dire que quand on est déporté, le seul ambassadeur qui a fait des tapages partout, qui a refusé, c'était le représentant du Gabon. Les autres, même s'ils ont fait des choses, pas beaucoup. En tout cas, les États africains, ce qu'on attend d'eux, ils ne le font pas. Et je vous donne un exemple. Vous qui n'êtes pas mauritanien, chaque fois vous verrez, c'est pas pour vous dire que de créer des problèmes, mais c'est la réalité. Si vous êtes Ivoirien, Sénégalais, Malien, Togolais, vous allez voir un Maure blanc qui a une boutique avec un Haratine qui travaille pour lui. Et cet Haratine n'est pas au salarié, c'est son esclave. Pour ce qui est de l'utilisation de l'islam, effectivement, vous savez, l'islam donne le droit de mettre sur les femmes esclaves qu'ils possèdent. Je ne vais pas citer le texte coranique qui l'existe. Ça, c'est d'une part. Mais la société globale, les Maures, de manière générale, ils savent l'infériorité de la femme esclave, ils savent l'utilisation qui a été faite, ils en profitent. D'autant plus que ça n'a pas de conséquences. Si quelqu'un enfante viole une fille esclave, il n'y a pas de conséquences. On sait qu'on n'en parlera pas, elle aura un enfant qui sera esclave, et ça augmente les esclaves, il n'y a pas de conséquences. Donc, c'est devenu une pratique courante chez les Maures, tous les Maures d'ailleurs, adultes ou jeunes, d'utiliser les haratis, d'utiliser les esclaves. Ils ne peuvent pas contester, ils ne peuvent rien dire. Et donc, quand on est dominé à ce point, aliéné à ce point, on n'a jamais été à l'école, on n'a pas appris le Coran, on n'a pas été à l'école moderne, et que la société qui en face de vous pratique l'esclavage et vous le jette sur la figure, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous vous résignez, vous acceptez votre sort. Oui, l'Union africaine, pour moi, l'Union africaine ne fait rien, elle fait très peu. Je vais tenter une explication. Je vais tenter une explication. Vous savez, les pays arabes ont beaucoup d'argent. Les pays africains sont majoritairement faibles. Moi, je ne peux pas demander à un pays comme la Guinée-Bissau, où j'ai servi 6 ans, d'affronter le Koweït, d'affronter l'Arabie Saoudite. Ils ont des besoins. Les pays africains ont des besoins. Et les pays africains ont des besoins et ils ne peuvent pas affronter les pays arabes qui ont énormément d'argent, qui financent certains projets et qui les aident, qui aident les chefs d'État, qui ne sont pas toujours des aides d'ailleurs qui vont dans le sens du peuple, parce qu'on peut parfaitement empêcher les aides et ne pas en parler, ne pas laisser ça pour les chefs d'État. Bon, ça c'est d'une part. Ce que j'aurais, moi, le reproche que je fais, c'est pourquoi au niveau de l'OIA hier, l'UIA aujourd'hui, pourquoi on ne pose pas ce problème? Et aucun chef d'État, ils sont quand même à peu près 40 subsahariens, aucun ne pose le problème. Ça, je trouve ça. Si, au niveau bilatéral, on n'ose pas affronter les pays arabes, on peut au moins poser le problème au niveau de l'UIA, l'Organisation de l'Unité africaine. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. Surtout les pays du sud, comme les pays de l'Afrique du Sud, ces pays qui sont loin du monde arabe et qui ne sont pas nécessairement dans le besoin. Pourquoi ils ne posent pas ce problème? Je vais commencer à poser le problème. Pardon? L'Afrique du Sud, des trucs appelés Tanzanie, comment ça pose le problème? Je n'ai pas entendu en tout cas. S'il a posé, il a peut-être posé diplomatiquement, mais il n'a pas posé au niveau de pose le problème. Pour faire Boigny, c'était beaucoup bagarré contre le régime sud-africain. C'est lui qui a interdit la France de continuer à aider la Mauritanie à démonter les Noirs. Pour faire Boigny. Bon, pour dire simplement, c'est vrai, au fait Boigny, ça il faut le dire, c'est le seul, alors que les Africains disent que c'est des réactionnaires. Heureusement qu'il y a ces réactionnaires.
Et sinon, nous, aux années 89, pour donner un exemple, les femmes, on avait envoyé un représentant avec le soutien d'un État africain et pour aller à Ouya à l'époque. Mais ces représentants qui est maintenant à Médine, quand je vois en Paris, a été expulsé. Il a été expulsé d'Éthiopie alors qu'il était parti pour rencontrer les dirigeants africains pour dénoncer cette situation. Donc pour moi, pour finir, je vous remercie les jeunes. Si vous avez des portes, vous avez des pistes pour nous aider à dénoncer ça, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'on doit quand même faire comprendre aux Africains, notamment à Libya, qu'ils jouent pas son rôle. Des actions comme ça, pour vous citer, qu'il s'agisse d'Afrique du Sud ou d'Abidjan, ne sont pas à la hauteur. L'OIA devrait poser le problème de ces rapports généraux avec le monde arabe. Devrait poser le problème de ces minorités qui sont dans le monde arabe et dont personne ne parle. Je ne parle même pas du Soudan ou de la Mauritanie. Je parle des minorités arabes, minorités noires qui sont dans le monde arabe. Il n'y a pas un pays arabe sur les 22 où il n'y a pas une minorité. Dire que les Africains s'en occupent, je le refuse. C'est très timidement qu'ils en parlent, et dès qu'on lève le petit doigt, c'est. Donc ça, c'est une timidité à dire une existence. Donc moi, je pense que les Africains devraient aider les Africains de Mauritanie à se libérer. Nous aider comment? Aider à en parler. Aider à écrire. Vous êtes ici dans l'université, vous pouvez écrire sur ce problème, le faire connaître, faire des pressions sur vos gouvernements qui sont de l'étranger pour qu'ils prennent conscience. Ce n'est pas rien. Quand les Africains ont pris conscience, ils sont levés contre l'Afrique du Sud, l'apartheid est tombé. C'est une forme d'apartheid aussi. Et il vous appartient d'aider vos frères. Vous savez, moi je n'accepte pas, comme continue, excusez-moi, j'ai fini ma phrase. Je n'accepte pas que ces minorités noires, c'est exactement le même prolongement. On s'était sur la Mauritanie, on s'était sur le Soudan, mais on s'était aussi sur les autres pays. Ce sont vos frères, c'est votre dignité. Si quelqu'un voit un noir dans une maltraité, il ne peut pas vous considérer. Il ne peut pas. Les Arabes ne vous considèrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des minorités qu'ils écrasent chez eux. Qu'ils ont toujours écrasé. Voilà, je vous remercie. À côté de moi, Florence Alexis, qui est chargée de mission aussi au sein du comité. Ce comité a été créé après la loi du 10 mai 2001, la loi dite Taubira, qui disait que l'esclavage, qui énonçait que l'esclavage atlantique et dans l'océan Indien était un crime contre l'humanité. Donc c'était une précision au sein de cette déclaration beaucoup plus large qui avait été faite au lendemain de la guerre. Ce comité a plusieurs missions. Il a pour mission de faire, alors vous allez voir, on va revenir à un niveau national, mais il a pour mission de faire reconnaître et accepter l'histoire de l'esclavage et de la traite, donc comme histoire de France. Et là, l'enjeu est important, c'est-à-dire que cette histoire de l'esclavage et de la traite doit être enseignée en France, et non seulement enseignée, mais doit être acceptée. Et si vous avez suivi les débats qu'il y a et les oppositions qu'il y a, notamment contre les nouveaux programmes des collèges, où certains historiens disent finalement c'est pas si important parler de l'histoire de l'esclavage et de la traite, vous voyez bien comment c'est une question qui est toujours aussi importante en France. Donc le comité a cette fonction. Il a aussi pour fonction de soutenir la recherche sur ces thématiques. Nous décernons un prix de thèse qui porte sur des travaux, sur les meilleurs travaux dans les universités francophones autour de l'esclavage et de la traite. Nous avons aussi monté des sites qui montrent quels sont les sites dans l'espace français et dans les territoires d'outre-mer
qui sont marqués par cette histoire de l'esclavage et de la traite. Nous faisons aussi des rencontres citoyennes, et certains d'entre vous d'ailleurs y participent, je les reconnais dans l'assistance. Mensuellement, nous présentons un livre et une discussion de ces termes-là, enfin de cette histoire-là, toujours pour en montrer son importance, et toujours aussi pour dénoncer le racisme et les discriminations qui ont été induites par l'esclavage atlantique et dans l'océan Indien. Donc ce sont les principales tâches que nous nous sommes données, entre autres, il y en a tout à l'ensemble, mais nous portons aussi la journée du 10 mai, qui est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions dans l'ensemble français. Et puis cette année, et je voudrais remercier l'Association des étudiants africains de la Sorbonne, nous avons lancé un mois des mémoires de l'esclavage et des combats pour l'égalité. C'est une façon pour nous de fédérer tout ce qui se passe, toutes les réflexions, tous les événements qu'il y a autour de la question de l'esclavage sur le territoire français, dans les Outre-mer, mais aussi sur le continent africain, puisqu'il y a eu des associations, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui ont organisé des événements autour du 10 mai. Donc c'est une idée qui se développe, ce mois qui permet de réfléchir à ce que c'est que l'esclavage, et donc finalement, non pas à être tourné seulement et uniquement vers la connaissance de l'esclavage atlantique entre le 15e et le 19e siècle, mais à s'ouvrir aussi sur le contemporain, à montrer comment la question de l'esclavage doit être posée aussi dans l'espace, en tant que question contemporaine, comment c'est important d'en discuter, parce que vous l'avez dit lors de vos différentes interventions, discuter de l'esclavage et discuter de son abolition, c'est discuter de l'égalité entre les êtres humains. C'est-à-dire qu'un être humain devient égal à un autre être humain. C'est vraiment combattre cette discrimination et poser la question de la liberté, poser la question de l'égalité, c'est précisément poser la question de la démocratie. C'est-à-dire quelles sont les conditions qui rendent possible la démocratie, et cette question de l'égalité entre les êtres humains est un élément extrêmement important. Et à ce titre-là, le Comité national pour la mémoire de l'histoire et de l'esclavage, oui, c'est un titre tellement long que parfois on s'y perd un peu, mais il dit cependant, il donne les termes essentiels: histoire, mémoire et esclavage, et réflexion tournée donc vers le contemporain. Et c'est à ce titre-là que je me réjouis du débat de cet après-midi, parce qu'il me semble que les personnes qui sont, enfin nous tous qui sommes porteurs de cette histoire de l'esclavage atlantique, nous devons aussi permettre le débat, dénoncer toutes les formes d'esclavage qui perdurent dans le monde, et nous devons vous accompagner selon vos désirs et selon vos souhaits. Mais en tout cas, pour moi, il est extrêmement important, en tant que présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, que cette question de l'esclavage contemporain, et je suis d'accord sur la réflexion qui a été faite tout à l'heure, qu'on ne peut pas parler d'esclavage moderne, mais parler d'esclavage contemporain, cette réflexion, elle est essentielle pour l'humanité dans son ensemble. Donc merci à vous d'avoir organisé ce débat cet après-midi. Puisqu'on a l'occasion, effectivement je suis membre du CNMHE et je suis contente que finalement les étudiants aussi collaborent avec nous, parce que le comité est encore mal connu, donc je vous invite à en parler aussi. Donc effectivement je pense que Madame Gauthier a bien résumé les missions du comité, qui sont réellement pour moi d'inscrire nos histoires, qui sont aussi l'histoire de la France et de tous les pays colonisateurs, de l'inscrire dans l'espace public
déjà, parce que c'est comme ça qu'on construit aussi la mémoire, c'est parce que les gens vont s'habituer quelque part et qu'ils vont apprendre. Et que c'est aussi une manière de nous inscrire aussi dans l'histoire écrite, parce que nous sommes des peuples de l'oralité, aux Antilles notamment, et qu'il est important qu'on écrive sur notre propre histoire et que d'autres aussi la regardent, parce que c'est une histoire qui est partagée. Voilà, moi j'étais très heureuse d'apprendre beaucoup de choses sur la Mauritanie, parce que finalement je ne connaissais pas trop l'histoire, mais ça rentre complètement finalement dans la mission du CNMHE, qui est aussi de mettre en lumière les esclavages d'aujourd'hui. Et je crois qu'il est important que nous soyons politiquement, parce que moi je crois que la recherche est aussi un acte politique et militant, et qu'il est important finalement que même si on ne fait pas de la politique politicienne, de prendre parti de propositions. Merci. Je suis Julie Vainqueur, vice-présidente de Sciences Po, l'association pour les Outre-mer à Sciences Po. Nous avons travaillé avec l'ANRS et aussi le club Efficience, dont le président me demande, enfin, l'un des intervenants qui a travaillé avec nous me demande de nous excuser, il a dû s'absenter. Mais nous étions ravis vraiment de travailler sur ces questions-là, notamment Sciences Po qui représente les Outre-mer. Donc on parle beaucoup de l'esclavage, c'est une plaie qui n'a pas cicatrisé, qui a encore beaucoup de mal à cicatriser. Et on était ravis vraiment d'à la fois parler et raconter l'esclavage dans cette partie de la conférence, mais aussi montrer que l'outre-mer peut s'ouvrir, que les problématiques actuelles et africaines nous concernent encore, et surtout en Tanzanie. Personnellement, je suis partie en Tanzanie et c'est à cette occasion-là que j'ai pu en découvrir beaucoup plus sur différents pays africains. Et l'esclavage en Mauritanie est une vraie problématique et il faut vraiment que l'outre-mer se rende compte que notre passé, ce qu'on a vécu il y a très longtemps, est quelque chose qui se passe encore aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que je suis vraiment ravie de participer à cette conférence. Merci beaucoup d'être venus et n'hésitez pas à en parler autour de vous, de nos associations, mais surtout de l'esclavage. Il faut le raconter, continuer à en parler. Et l'éducation notamment des enfants, c'est important. Je voudrais juste ajouter un petit mot pour vous dire qu'on a un site internet qui s'appelle, que vous pouvez aller voir, qui est donc www.esclavage-mémoire sans accent.com, donc www.esclavage-mémoire.com, et où sont répertoriés tous les événements qui ont lieu dans le cadre du mois des mémoires, qui vont se poursuivre jusqu'à la mi-juin, donc je vous engage à aller voir ce qui se passe. C'est une plateforme interactive où vous pouvez nous alerter et nous signaler des événements dont nous n'aurions pas encore connaissance. Et puis là, je parle sous le contrôle de ma présidente et d'un membre du comité, que je pense que c'est un site qui va continuer probablement à annoncer les événements autour de la mémoire, de l'histoire de l'esclavage ou des nouveaux enjeux, autour des livres, autour des figures. Je pense que c'est un outil auquel vous pouvez également vous associer, qui peut partager. On serait heureux de vous accueillir sur ce site www.esclavage-mémoire.com. Merci.